the demonization of Israel. Regarding the Shoah, I believe that there was another very far-reaching mistake that probably we were all bound to make at one point. It was to turn the Shoah not as something totally exceptional, but as a kind of template for any kind of racist prejudice against any kind of group in the world. And from that moment on started a process for a lot of groups and people all around the world to claim that their history, their historical experience was marred with something similar to the Shoah, and that in some way it was even worse than the Shoah. Now, practically, what should I suggest? Right now, ich and nunc. I would say that we must work with anybody that is willing to fight anti-Semitism. People from the left, people from the right, Christians, Muslims, whatever. We must fight with people that are willing to fight anti-Semitism, because the will to fight anti-Semitism is the only real guarantee to actually fighting it. This may mean a lot of reconsideration and a lot of strategic adjustment on our part, but I believe that we have to do it, and we must know that anti-Semitism is here to stay. We can check it, we cannot eradicate it. Thank you. Thank you, Michel. I would like to ask Mr. Callot about his feeling analysis. Could you give him the... Yes. So the question would be, if I try to sum up what Michel just said, one is that rationalization is not enough to combat anti-Semitism, because anti-Semitism is also about strong feelings. It's not all rational. And secondly, the need for a strategic thinking, meaning that Jews across Europe and the world should try to gather the more people who are willing to fight against anti-Semitism from across the political spectrum. And finally, the lessons that is trying to draw about the way the Holocaust, the Shoah, is being learned across the world, which basically he used the word template. I tend to agree with him, and especially because it's a way to say, you know, what we try to not forget about the Shoah is the crime, not the identity of the victim. The victim is the other. So any other, okay, any otherness, as long as it's a victim, can be identified as a new, new Holocaust. So that's create a mentality of competition against memories. So I would like to ask you, how do we fight the competition between memories? How do we better educate people to understand that it's also about the history and the understanding of the process and its political and ideological components? Okay, competition is a new word in our discussion. And I would like to move our conversation to some kind of discussion. Traditionally, we are talking for fighting against. Fighting against, that's mean a battle. And immediately after that,
we repeat the mantra, education, education, education. For me, as a traditional educator, I am professor in university, it's very strange to put together battle and education. So, for me, in this case, is much suitable to use all this process, not fighting against, but oppose to anti-Semitism. Because, as all we know, the real anti-Semitic people are not more than 5% of those who call themselves anti-Semites. The rest are simply bad educated people. That's why we repeat all the time, education, education, education. I'm very happy with the situation of my friend shared with us, Ferry Ferencsolti, for Hungary. But you know that education is the most conservative social system. To make changes in the system of education, which is something extremely, extremely hard, especially in so-called second Europe. Sorry, this is a little bit cynic, but we are second Europe from east part. We had to change our system, educational system, from totalitarian to modern system. We cut a lot of subject, we add a new subjects. This add the society mostly onto. And now, together with my friends from Hungary, we went to our deputy minister and we told him, we want to add additional changes in the system. It is very hard, especially in a country like my country, Bulgaria, where historically Jews had good times already 20 centuries. And they answer me, why you want to change? Why you want to educate, to add additional subject, additional terminology, and so on and so on? We save you, they save, because the Bulgarian Jews are more or less 100% saved. Why you need this? And for me, it's extremely hard to explain why I want to put a Jewish curriculum in the schools. Oh, of course, I have one bright example. This is a state Jewish school in my country, where 1,200 kids, only 25% of them are with Jewish origin, but all they have obligatory Jewish curriculum. Jewish kids are going in this school by right. For the rest places, there's a competition every year, 4 to 5 Bulgarian kids. So please help me how to explain to the Minister of Education of Bulgaria that I want to change the curriculum. But I'm sorry, I'm not sure that we all follow you here. Could you elaborate when you say Jewish curriculum? What do you mean? Could you give us a sense? First Hebrew language, of course, because this is a language school. And then we have, because it's, I told you, only 20 to 25 different years are kids with a Jewish origin. Religious is not allowed in Bulgarian school, never mind what kind of religion. So we have some additional, but you know, Judaism is
very easy to be promoted with the Jewish holidays. So all kids are celebrating, and when they're eating sufganiot, we are explaining them why they're eating sufganiot. So when they're lighting Hanukkah, we are explaining what happened. This historically, even what happened with Hellenes and so on and so on. So we use this way to promote a Jewish culture. It's a simple story. But I told you, this is just a small, bright example. Thank you very much. I think that we're going to do this direction. Richard, I would be very happy if you could give us a sense of what is your, what are you thinking about what we just said? We mentioned the difficulties in educating youngsters, the need for a proper education, which means taking into account the history and not only the memory, the way also this memory is being used for political reasons against Jews across Europe. So yes, please. Do you want me to speak English? I'd rather speak French. If there is a translation is available. I don't know whether it is. Is it? There's a translation, but the majority of people here do speak English. Yeah, it's. English is better. It doesn't get lost in translation. So, it's. Well, if you can speak English, that would be better, I think. Okay, yeah. I try. I'd rather I think in French. So I try to speak. I try to express my. Okay. Richard, français. Allez, hop. Ok. Bon, s'il y a une traduction, il y a. Ok. Alors je préfère m'exprimer en français. Et je n'ai pas personnellement de compétences en matière éducative, mais je me suis évidemment intéressé comme tout responsable communautaire au problème de l'éducation, puisque finalement tous les actes antisémites les plus graves qui se sont produits, et notamment dans mon pays, ont été produits par des jeunes qui, 4 ou 5 ans auparavant, étaient dans le système éducatif. Alors, d'abord, je voudrais dire une chose qui me paraît indispensable, c'est que la situation est très disparate et qu'il faut véritablement analyser la situation pays par pays. Et il n'y a pas de système général, chaque pays a son histoire, et notamment chaque pays a son histoire de la Shoah. Il est évident qu'en Bulgarie, ça n'est pas la même situation qu'en Pologne, ce n'est pas la même situation qu'au Danemark, etc., etc. Pour des raisons, vous connaissez tous l'histoire de la Shoah, et donc je n'ai pas besoin d'insister trop là-dessus. Mais ça, c'est fondamental. Par ailleurs, la situation sociologique et politique dans chaque pays est également différente, et d'ailleurs est susceptible de varier suivant les années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour répondre à la question qu'a posée David, la place de l'enseignement de la Shoah. La place de l'enseignement de la Shoah a été fondamentale. J'ai beaucoup personnellement été impliqué dedans et je crois qu'elle a joué un rôle considérable et elle était absolument indispensable pour plusieurs raisons. La première raison, l'enseignement de la Shoah, n'oublions pas, a été établi, en France au moins, mais c'était à peu près la même situation pour bien d'autres pays, pour contrer le négationnisme. Puisque c'est dans les années 1960, dans la décennie 70, pour contrer le négationnisme, finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou considérable en matière d'éducation. Là-dessus, c'était d'une nécessité vitale. La deuxième raison, c'est qu'il fallait rendre justice aux survivants, et il fallait rendre justice aussi à ceux qui les ont sauvés. Vous en avez parlé, madame.
et on a mis beaucoup de temps avant de rendre justice aux justes, aux righteous, Hasidé ou Mota Olam. La troisième raison, c'est une raison historique, c'est-à-dire qu'il fallait mettre les pays en face de leur propre histoire. À cela s'est rajoutée une quatrième raison, le plus jamais ça. C'est-à-dire l'enseignement de la Shoah va être la meilleure vaccination contre l'antisémitisme. Peut-être, probablement, partiellement, mais certainement pas complètement. Certainement pas complètement. Et ça, c'est, je crois, quelque chose que, malheureusement, l'expérience nous a montré. Quand j'étais président du CRIF, nous avons organisé en 2010, si je me souviens bien, un colloque en Israël qui s'appelait « L'utilisation de la Shoah contre Israël » ou « L'utilisation de la Shoah dans le nouveau développement de l'antisémitisme ». C'était à la suite d'un livre qui avait été écrit par un universitaire israélien qui s'appelait Yohanan Elkera. Et je pense que là, il faut absolument prendre en compte cela, qu'une grande partie, comme l'a signalé David, une grande partie de l'histoire de la Shoah a été retournée contre les Juifs. Ce processus, vous le connaissez, je ne vais pas le détailler, je n'en ai pas le temps. Mais ça, il faut en être absolument conscient que ça n'est pas une prévention suffisante, et ce que l'on entend évidemment, comme chacun le sait dans beaucoup de lycées, tout au moins en France, c'est « Monsieur, pourquoi est-ce que vous ne nous parlez pas de la véritable Shoah, celle que subissent les Palestiniens ?» Alors, si l'on prend le problème tel qu'il existe, c'est un problème de, finalement, le comportement des individus. La grille de lecture qui fait que chaque individu fonctionne d'une façon ou d'une autre. Pour moi, il est relié, il dépend d'une sorte de triptyque. Je dirais le triptyque des faits, celui des émotions et celui des croyances. Le triptyque des faits, dans les faits ont subi énormément d'attaques depuis, disons, une cinquantaine d'années, des attaques nouvelles, des attaques sur le plan philosophique avec le postmodernisme. Les faits ne sont pas exactement les faits que l'on dit. Et puis chacun peut avoir sa version des faits. Ça peut aller éventuellement jusqu'à l'autorisation du négationnisme, mais pas que. Mais cette notion fondamentale que les faits, c'est quelque chose de finalement pas si fixe que cela. Ensuite, il y a eu évidemment le développement des moyens d'Internet et moyens de réception, des moyens de diffusion fait que chacun peut avoir sa propre version des faits et peut échanger sa propre version des faits au sein de son propre groupe sans finalement échanger avec les autres groupes, ce qui fait que Internet, comme on le sait, a finalement facilité la communautarisation, la sectorisation, la tribalisation de la société plutôt que l'inverse. Le deuxième facteur, celui des émotions. Et notre société occidentale, c'est en grande partie fondé sur l'idée que les émotions, il fallait s'en débarrasser, qu'il fallait, comme disait Descartes, les domestiquer, et que c'était quelque chose qui était finalement inutile, gênant, et qu'on pouvait le faire. Malheureusement, ceux qui ont le premier compris que les émotions, c'était quelque chose qui pouvait être non seulement utilisé, mais exploité, ça a été, d'une part, les publicitaires, d'autre part, les grands démagogues du XXe siècle. Et Goebbels là-dessus est le nom auquel tout le monde peut penser. Les émotions fondent la réaction de l'individu. Et ce sont évidemment, il y a des
des émotions qui sont extrêmement importantes et extrêmement positives. Mais aujourd'hui, l'émotion essentielle dans le monde, c'est celle du sentiment d'empathie pour les victimes. Et lorsqu'on parle de la Shoah, il ne faut pas oublier que le livre de très 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 loin, le plus connu et le plus lu sur la Shoah, est un livre qui ne parle pas de la Shoah. Ce sont les cahiers d'Anne Frank. Il n'y a pas un mot sur la Shoah là-dessus. C'est l'histoire d'une jeune fille, comme vous le savez, dans des situations que vous savez. Et donc, l'émotion est quelque chose qui est considérable. Et parmi les émotions fondamentales de l'individu, il y a une émotion à laquelle personne ne pense et qui est cruciale, qui est le conformisme de groupe. Faire comme font les autres, la camaraderie. Sebastian Hoffner, qui est un juriste allemand dont on a retrouvé le témoignage après sa mort, en l'an 2000, a fait une description extraordinaire, dont parle d'ailleurs Yanis Roder dans son livre, fait une description extraordinaire des effets nocifs de la camaraderie. Et il n'est que lire le livre de Christopher Browning sur le 101e bataillon de réserve pour comprendre ce que ça veut dire. L'émotion. Troisièmement, les croyances. Et là-dessus, notre école est très très mal équipée pour les croyances. D'abord parce que nous sommes un pays laïque et que les croyances, ça fait partie de choses qui sont internes à l'individu et on ne va pas fouiller dedans. Et quand je parle de croyances, je ne parle pas que de croyances religieuses. Je ne parle pas que de croyances religieuses. Les croyances jouent un rôle absolument considérable et qui a été absolument sous-estimé, mais la croyance pour les nazis, c'était quelque chose qui avait valeur quasiment religieuse. Et ce fait de considérer que les nazis étaient des monstres dénués de toute structuration morale, il n'y a qu'à lire les lettres qu'ont écrit certains des auteurs des massacres les plus dramatiques et qu'ils ont écrit à leurs familles pour leur dire comme ils les aimaient et comme en assassinant les enfants, ils pensaient à leurs propres enfants qu'ils voulaient ainsi protéger des dangers que leur faisait courir cette monstrueuse engeance juive, pour comprendre comment on peut déformer ce troisième élément. Aujourd'hui, la composition dans ce triptyque entre les faits qui ont subi beaucoup de coups, entre les émotions qui sont prédominantes dans notre société et entre les croyances dont on se rend compte aujourd'hui, dont devrait se rendre compte qu'il faut absolument y pénétrer, même si l'éducation nationale n'est absolument pas adéquate pour le faire, parce que croyance, ça signifie aussi endoctrinement, qui fait que la situation est particulièrement difficile. Bien entendu, dans notre pays, ce n'est peut-être pas vrai pour la Bulgarie, ce n'est certainement pas vrai pour la Hongrie. Dans notre pays, le problème, disons, la source essentielle de l'expression antisémite de ces 20 dernières années vient du conflit israélo-palestinien et de la diabolisation d'Israël. Ça, c'est extrêmement clair. Ne pas vouloir en parler, le mettre de côté, le mettre sous le tapis, c'est ne faire aucun travail dans la prévention de l'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose qui a été largement suivi. Il ne faut pas en discuter parce qu'ensuite, ça crée des problèmes, etc. Il faut justement en discuter. Pourquoi il faut en discuter ? Même pas tellement contre l'antisémitisme, même pas tellement pour l'image d'Israël. Israël a d'autres moyens de se défendre, mais c'est pour la santé mentale de notre jeunesse. Parce que si les jeunes de notre pays ne sont pas habitués à exercer un esprit critique sur les informations qu'ils reçoivent et sur les schémas, sur les grilles de lecture de la réalité qu'ils entendent, il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir de faire disparaître l'antisémitisme. Je me souviens qu'en 2004, quand il y a eu le tsunami, dont vous vous rappelez peut-être,
il y a eu des sites internet qui expliquaient que ce tsunami, il avait son épicentre à Sumatra, au nord de Sumatra. Pourquoi au nord de Sumatra? Parce que Sumatra, c'était une île musulmane et que les Israéliens avaient construit une usine sous-marine pour fabriquer des vagues qui puissent submerger l'île, etc., etc. Il n'y a pas un seul événement de l'actualité, vous pouvez prendre, il y en a même eu sur l'affaire Griveaux, il n'y a pas un seul événement de l'actualité où les Juifs ne sont pas considérés comme les manipulateurs de ce qui s'est passé. Le coronavirus en étant un excellent exemple, c'était juste après le plan Trump. Or là, on est en train de fabriquer des générations d'enfants qui ne savent absolument pas discerner la réalité et la vérité des faits, et c'est à cela qu'il faut c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je pense en particulier, je suis frappé par le fait que ce qui est finalement l'élément, si on cherche un élément commun, si on cherche un livre qui est commun et qui résume un petit peu l'ensemble des accusations contre les Juifs, c'est les protocoles des sages de Sion. C'est les protocoles de sages de Sion, on en connaît l'histoire, on sait par qui ça a été créé, on sait que on peut en déterminer tout le mécanisme. C'est de là que viennent, c'est une espèce de résumé extraordinaire